Alors, la situation d'énonciation, ça devrait vous dire quelque chose. Normalement, vous avez plus ou moins abordé le sujet au collège et au lycée. La situation d'énonciation, cela sert à savoir qui parle. On parle de l'énonciateur. À qui il parle, le destinataire, l'élocuteur, et à quel moment, où est son but. Ici, clairement, avec le texte de Nathalie Sarraute, eh bien, l'énonciateur, c'est Nathalie Sarraute, parce que c'est une autobiographie. Elle s'adresse à ses lecteurs. Au moment où elle écrit, c'est une autobiographie au XXe siècle. Et la visée, eh bien, donner des informations sur la manière qu'elle avait, elle, d'apprendre ses leçons facilement. Lorsque vous vous intéressez à ce qu'est la situation d'énonciation, vous vous interrogez, vous aurez le PowerPoint, vous inquiétez pas. Vous interrogez sur la situation dans laquelle une parole est émise ou un texte. Ça va d'abord être la circonstance spatio-temporelle, où et quand, et la circonstance interpersonnelle. Lorsque vous avez un texte dans un journal, eh bien, il faudra que vous veilliez bien à vérifier si cela s'adresse à un public large, juste à des spécialistes. Là, vous allez observer par exemple le vocabulaire. Est-ce que c'est un vocabulaire qui est très élevé ou au contraire, c'est quelque chose qui va être assez lissé pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre? Quel est le but? Est-ce que nous sommes, je ne sais pas moi, pendant la Première Guerre mondiale, le but de ce texte à la radio est là pour remobiliser les troupes, pour essayer de redonner un petit peu de courage. Quel est là le cadre spatio-temporel et à qui s'adresse le texte? Il faudra surtout éviter de confondre l'auteur et le narrateur. Le seul cas où vous avez l'auteur, c'est-à-dire celui qui écrit le texte, qui se confond avec le narrateur et ou les personnages qui vont parler, ça va être bien entendu l'autobiographie. C'est le seul et unique moment où les deux se télescopent. Dans le cas contraire, il faudra toujours que vous fassiez la différence et que vous ne fassiez pas un contresens en disant que l'auteur a dit ceci lorsqu'il fait simplement parler un personnage. Il peut arriver qu'on fasse parler un personnage qui dira exactement le contraire de ce que l'auteur pense, tout simplement pour mettre en valeur l'idée en mettant en valeur, je ne sais pas moi, le ridicule de la personne. Par exemple, dans l'avare, Molière ne va pas faire l'apologie de l'avarisme. Au contraire, il va montrer un avare qui est totalement ridicule et par le ridicule de l'avare, il va essayer de montrer que l'avarice n'est pas du tout une qualité morale. On vous a souvent parlé de point de vue. On parle également de focalisation. F-O-C-A-L-I-S-A-T-I-O-N. La focalisation. Lorsqu'on parle de focalisation omnisciente, c'est comme si l'auteur était Dieu. Il voit tout, il sait tout. Il est au-dessus, donc il voit tout ce qui se passe, mais il est également dans la tête des personnes. Lorsqu'on est en focalisation interne, c'est par exemple Madame Pillard qui raconte cette petite vie extraordinaire seulement de son point de vue. Mais mon point de vue, c'est ici, derrière ce bureau. Je ne peux pas savoir ce que Nolwenn voit et pense. Je ne ferai que raconter comment le cours est extraordinaire et vivant et intéressant sans me rendre compte que j'ai quand même 2-3 élèves déjà qui ont bâillé. Vous avez enfin la focalisation externe, où là on va adopter la troisième personne, il, elle. C'est une focalisation qui va un petit peu mixer les deux, ça va dépendre de l'objectif de l'auteur, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut laisser deviner et comprendre par le lecteur. Cette focalisation externe, elle est relativement courante. Généralement, c'est lorsque le personnage est décrit à la troisième personne. Enfin, lorsque l'on veut s'intéresser à l'énonciation, on va vérifier plein de petits mots
outils qui vont nous donner des indices sur le temps et sur le lieu et le temps. Par exemple, les verbes, c'est clairement des indicateurs sur le temps. Si je parle à l'imparfait, ça n'a pas la même valeur que si je parle au présent. Il en va de même avec les lieux des temps, avec les mots des lieux et les mots des temps. Certains mots, on les appelle des déictiques. Ça vient de DX6, embrayé. En anglais, on appelle ça shift. C'est par exemple un mot qui ne va avoir du sens que si on a un contexte. Par exemple, si je vous dis « hier j'ai mangé une pomme », le « hier » d'aujourd'hui ne sera pas le même hier que demain. Le hier de demain est aujourd'hui. Ainsi, si je dis, refaites-vous la phrase dans la tête, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Si je dis Mallory, tu as une jolie écharpe, si je dis tu as une jolie écharpe, ce tu, c'est toi et pas une autre. Si je dis à Mehdi, tu n'as pas d'écharpe, eh bien, je parle à quelqu'un en particulier. Ce tu, lorsque je parle à Mehdi, n'aura pas la même valeur que lorsque je parle à Mallory. Tous ces déictiques, ça va être des pronoms personnels, des adverbes de lieu, des pronoms possessifs, tous les mots des temps et des lieux, ici, là-bas, etc. D'accord ? Ces déictiques vont vous donner énormément de renseignements. Dans le texte numéro 3, le Timée, il est question de hier. Ainsi donc, comme l'a dit Hermocrate, hier, tout de suite en partant d'ici, je leur faisais part, à lui et à Timée, de ce dont je me souvenais. Ce hier pour Timée et ses comparses, c'est la République. C'est le banquet de la veille. Si je dis hier, il pleuvait à Montpellier, ça n'est pas le même hier que pour Timée et Hermocrate. Ça peut paraître extrêmement banal et simple, mais il faut bien avoir en tête que les déictiques ont une valeur particulière en grammaire et que c'est eux qui vont généralement vous indiquer quelle est la situation d'énonciation et donc comment je dois lire le texte. Lorsqu'on vous dit hier et que c'est un texte du 19e siècle, eh bien il va falloir se recontextualiser et se demander comment on était au 19e siècle pour ne pas faire d'anachronisme, pour ne pas lire un texte à l'aune de nos yeux d'aujourd'hui. D'accord ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la chronologie et le paratexte. Lorsqu'on lit une traduction du 18e ou du 19e siècle, ça ne sera pas le même type de traduction qu'au 21e siècle. Toujours recontextualiser, toujours se remettre dans les bottes, dans le slip de celui qui écrit. Enfin, vous avez différentes modalités d'énonciation. Les modalités, c'est ce qui va permettre de faire varier les valeurs d'une phrase. On va en quelque sorte faire correspondre le fond et la forme. Ça va donner l'intention et ça doit provoquer une réaction. Les modalités de la phrase, on appelait ça des types de phrases quand on était au collège et au lycée. C'est déclarative, interrogative, jussive, pour donner un ordre, et exclamative. Jussive, le synonyme, ça va être impérative. Vous avez donc 4 modalités de phrases, 4 types de phrases. À cela, va ajouter également des formes de phrases. Vous pouvez avoir une phrase jussive et affirmative, une phrase interro-négative, vous pouvez avoir une phrase emphatique. J'ai rajouté la forme de phrase emphatique parce que affirmative, on affirme, on dit le vrai, négative, on prêche le faux. D'accord ? Et l'emphase, c'est entre deux. L'emphase, c'est quand on grossit. L'emphase, c'est le Marseillais par excellence. J'ai pêché une sardine, elle était comme ça. L'emphase, elle est dans le geste. Elle est dans le fond, elle est dans la manière de dire les choses. C'est ça l'emphase. C'est exagérer l'emphase. Or, l'exagération, on est clairement entre le vrai et le faux. C'est pour ça que j'ai mis un 3e type de phrase.